je m'appelle Daniel Tour, je suis le porte-parole d'une petite association qui s'appelle le Collectif Antigone, qui diffuse les idées libérales. Et donc je m'intéresse particulièrement à la liberté d'expression, le thème de ce petit exposé. Alors la liberté d'expression est un sujet d'actualité parce que d'abord c'est une liberté qui est absolument fondamentale, c'est un petit peu la mère de toutes les libertés. On ne peut pas défendre les autres libertés si on ne dispose pas de la liberté d'expression. Quelle que soit la liberté que vous voulez défendre, si le matin, il y a des policiers qui débarquent chez vous pour vous confisquer votre matériel, vos notes ou vos livres, vous pouvez difficilement défendre d'autres causes. Ça, c'est la première raison, c'est une liberté qui est absolument fondamentale. Et il se trouve que cette liberté fondamentale a été un petit peu négligée par les libéraux depuis quelques décennies et que dans le même temps, elle a été l'objet d'attaques particulièrement violentes, dans une certaine indifférence, et qu'aujourd'hui, on est actuellement dans une pente qui va en s'accélérant et qui est terriblement préoccupante sur cette liberté. D'accord, il faut vraiment parler dans le micro. Il ne faut pas bouger derrière la tribune. Vous pouvez me rappeler à l'ordre parce que je vais avoir du mal à rester derrière ma tribune. Alors, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est d'abord dans un premier temps les grands arguments majeurs pour défendre la liberté d'expression, des arguments, disons, théoriques, en mettant une place large aussi aux détracteurs de la liberté d'expression. Alors j'appelle détracteurs de la liberté d'expression au sens large parce qu'en général, la liberté d'expression reste populaire et on n'a que des amis de la liberté d'expression. Simplement, il y a des amis de la liberté d'expression qui ont ensuite un petit mais, qui devient un gros mais. Et donc, afin de bien défendre la liberté d'expression, il faut d'abord bien connaître nos propres arguments, mais aussi bien connaître les arguments des adversaires ou de ceux qui souhaitent la limiter, afin de pouvoir y répondre convenablement. Exercice qui n'a pas forcément été fait depuis plusieurs décennies. Si vous voulez défendre la liberté économique, vous allez sans trop de difficulté dans cette assemblée, on va pouvoir sans doute citer 5 ou 10 économistes connus qui défendent de manière méthodique et très convaincante la liberté économique. Si je vous demande de citer 5 noms d'auteurs majeurs défendant la liberté d'expression depuis un siècle, il est probable que vous ayez du mal. Moi aussi, je peux en avoir du mal parce que le dernier grand nom qui a défendu la liberté d'expression, c'était John Stuart Mill au XIXe siècle. Depuis, il y a eu des auteurs moins conséquents, en tout cas moins connus, mais on n'a pas une sorte de panthéon entre Friedman, Hayek ou Mises qui défendrait la liberté d'expression. Et en face, par contre, depuis maintenant plusieurs décennies, je vais l'expliquer lors de l'exposé, on a une masse de plus en plus conséquente d'auteurs dont l'ouvrage est une discussion sur les façons de limiter la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde la littérature universitaire, on a pratiquement 90% des ouvrages qui ne sont pas des plaidoiries en faveur de la liberté d'expression, mais plutôt des plaidoiries pour expliquer les bonnes raisons qu'il y aurait de limiter la liberté d'expression. Et cette masse universitaire, cette masse intellectuelle, finit par peser évidemment sur le monde politique, qui ensuite l'accapare pour faire des nouvelles législations limitant la liberté d'expression. Le troisième particularité de la liberté d'expression, c'est que c'est un sujet extrêmement complexe, beaucoup plus complexe que ce qu'on peut penser, parce qu'évidemment, pour la liberté d'expression, on pense d'abord aux débats politiques, mais il y a aussi derrière les débats sur les mœurs, les débats sur la religion, et de manière un peu plus indirecte, mais qui touche aussi les libertés d'expression, il y a le droit d'auteur, le droit des brevets. Après tout, si vous chantez une chanson dans un lieu public qui appartient à quelqu'un, c'est une forme de liberté d'expression. Et la liberté d'expression touche aussi, pas seulement l'expression orale ou l'expression écrite, comme on pense spontanément, mais ça peut être aussi la danse, ça peut être aussi des actes, ça peut être au moment de la guerre du Vietnam, il y avait des jeunes qui allaient être envoyés à la guerre du Vietnam qui brûlaient leur carte de l'armée, la lettre que l'armée leur avait envoyée, leur carte de conscrit, et l'armée les a attaqués. Et eux se sont défendus en se protégeant derrière le premier amendement américain qui est très protecteur de la liberté d'expression, tandis que l'armée, elle, expliquait qu'il y avait un droit de propriété qui était violé, puisque cette carte appartenait à l'armée américaine et on n'avait pas le droit de la détruire. Donc tout ça pour dire que l'expression, par définition, nous sommes des êtres sociaux, nous utilisons l'expression, nous fondons nos sociétés sur l'expression, sur le langage, et évidemment ça irrigue pratiquement l'ensemble des relations humaines. Et je ne parle même pas évidemment d'expressions comme les discours performatifs, je te prends comme épouse, ou les prescriptions professionnelles, vous avez un cancer, ou vous avez, en d'autres termes, étant donné que la liberté d'expression irrigue un nombre incalculable de champs, on la retrouve dans un grand nombre de sujets, et la défendre de manière efficace,
est compliqué, y compris pour les libéraux, parce qu'il y a peu de libéraux, y compris moi-même d'ailleurs, qui sont favorables à une liberté d'expression absolue. Il y a même les plus que, même en les considérant comme appartenant à la sphère libérale, des auteurs anarcho-capitalistes comme Rothbard ont la main qui tremble en expliquant qu'aucune propriété ne doit être atteinte et c'est suffisant pour fonder tout le reste du droit. Mais même dans son ouvrage, il y a certains passages où il explique oui, quand on menace physiquement avec une menace qui va être portée à exécution immédiatement après, on peut considérer que l'agression a déjà commencé. Ce qui fait que la liberté d'expression, vous n'avez sans doute pas envie d'être menacé de mort, vous n'avez sans doute pas envie d'être diffamé publiquement et de manière répétitive, vous n'avez sans doute pas envie de subir du chantage, des menaces. Donc ça s'attaque aussi aux droits individuels et il y a aussi, ça s'attaque à certains sujets qui sont davantage publics. Peut-être qu'un ouvrage qui expliquerait en devanture de la FNAC comment poser des bombes devant les écoles vous mettrait mal à l'aise, même si vous êtes partisan de la liberté d'expression. Ce qui fait que quand un adversaire de la liberté d'expression demande à un libéral mais quelle liberté d'expression vous souhaitez, le libéral a dans son réflexe habituel de dire il vaut mieux laisser le maximum de choses, un équilibre entre la responsabilité individuelle, les choix individuels qui permettent de sélectionner les bons discours, mais l'adversaire, d'accord, mais est-ce qu'il y a bien une zone qui est illégale et pourquoi celle-ci est illégale plutôt qu'une autre? Donc ça fait que la liberté d'expression est un sujet qui est extrêmement touffu. Donc pour mon exposé, je vais le limiter à des thématiques auxquelles vous avez sans doute l'habitude pour les plus grandes polémiques, c'est-à-dire la liberté d'expression lorsqu'elle porte sur la politique, les mœurs ou la religion, qui sont les grands sujets en général des grandes polémiques sur la liberté d'expression. Une dernière petite remarque préalable, c'est que la liberté d'expression est défendue par des grands textes. Donc on peut il y a John Stuart Mill, il y a Milton, il y a Spinoza, et à côté de ça, elle est surtout portée par la jurisprudence. C'est-à-dire qu'une fois que les grands principes ont été posés, la jurisprudence a une importance énorme dans les évolutions de la liberté d'expression. Et il ne s'agit pas d'étudier seulement des philosophes ou des grands universitaires, il s'agit aussi de beaucoup regarder la jurisprudence pour voir par tâtonnement comment les juges ont défendu la liberté d'expression. Et dernière remarque, et après je vous exposerai les grands principes de la liberté d'expression. La liberté d'expression, ça va du plus futile à des sujets absolument cruciaux. La liberté d'expression, ça peut être Rushdie qui écrit un livre et qui est obligé de se cacher pendant 20 ans parce que son livre est un blasphème, mais ça peut être aussi des sujets complètement dérisoires. Je lisais dans le train en arrivant, un Anglais s'est fait condamner à 800 € d'amende parce qu'il avait appris à son pitbull à faire le salut hitlérien. Donc c'est complètement dérisoire, mais il a été pour incitation à la haine, donc il avait fait une blague, et chaque fois qu'il disait Hitler, le pitbull levait la patte en salut hitlérien. Donc en plus l'affaire était compliquée parce que le pitbull ne lui appartenait pas, il l'avait appris au pitbull de sa copine en cachette. Tout ça pour dire qu'à côté des grands principes qui sont défendus, on voit que dans la jurisprudence quotidienne, il y a une infinité de situations qui peut laisser perplexe. Donc la liberté d'expression est traditionnellement défendue sur 3 grands piliers. Le premier, c'est la liberté d'expression comme processus démocratique. À partir du moment où le peuple a le pouvoir, il doit pouvoir s'exprimer. Donc ça c'est un argument qui est majeur parce que d'abord il touche bien au-delà des limites des libéraux. Il n'y a pas que les libéraux qui sont démocrates, enfin beaucoup de libéraux, certains libéraux ne le sont pas, mais l'essentiel du spectre politique se réclame de la démocratie aujourd'hui. Il y a très peu de gens qui ne sont pas démocrates. Et donc cet argument est très utilisé et très puissant. Il est seulement sur une petite sphère des idées politiques, mais sur cette petite sphère, il est extrêmement efficace. Il a été pensé, il a été découvert, on va dire, plus que pensé par la Grèce, par Athènes antique. Les Athéniens ont découvert, plus qu'inventé d'ailleurs, la démocratie à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ ou 4e siècle avant Jésus-Christ pour régler des problèmes récurrents entre aristocrates et paysans, des problèmes d'endettement de paysans. Athènes commence à donner des droits politiques et des droits civiques à toutes les classes de la cité. Enfin, pas toutes les classes, en tout cas pas les esclaves ni les femmes, mais à un certain nombre de plus en plus étendu de classes sociales. Et petit à petit, au cours du siècle, sans forcément le penser, ils inventent une nouvelle forme politique qui consiste à faire en sorte que la souveraineté réside dans le peuple. La souveraineté ne vient plus de la tradition, on n'obéit pas aux dirigeants parce que les ancêtres obéissaient à cette famille de dirigeants, on n'obéit pas aux dirigeants parce qu'il tient son pouvoir de Dieu.
la légitimité, on obéit aux dirigeants parce qu'il tire sa légitimité de la souveraineté du peuple entier. Et à partir du moment où le peuple est souverain, il doit disposer des mêmes prérogatives que le souverain. Alors à l'époque, on ne parlait pas de souverain, mais le roi, lorsqu'il s'exprime auprès de ses conseillers, a la complète liberté d'expression. On ne peut pas imaginer que le roi ne puisse pas dire à un de ses conseillers ton travail n'est pas bon ou qu'est-ce que tu as fait. Donc si le roi a la liberté d'expression, à partir du moment où les prérogatives du pouvoir politique sont données au peuple, il faut que le peuple ait les mêmes prérogatives. Le roi aussi a la liberté totale d'écouter les informations, même les fausses. On ne peut pas dire que le roi gouverne si des conseillers lui enlèvent des informations qui viennent de l'extérieur ou des informations du débat. Des informations du débat. Donc à partir du moment où le roi a la liberté d'écouter, à ce moment-là, il faut donner les mêmes prérogatives au peuple. Alors dans l'Athènes antique, c'était donc dans leur assemblée en particulier, ils ont développé petit à petit une culture extrêmement forte sur une liberté d'expression. Ils ont mis en avant des termes comme le parésiaste, qui vient de franc-parler. Le parésiaste est celui qui se lève dans la foule, qui se lève dans l'assemblée et qui, contre les coutumes, contre même son intérêt personnel, dit la vérité au peuple pour l'engager dans une politique qui semble souhaitable pour la cité. Donc il y a une culture qui se développe autour de l'Athènes classique qui est, à proprement parler, un premier embryon de liberté d'expression. Alors à ce moment-là, ce n'est pas une liberté d'expression qui est un droit individuel comme aujourd'hui nous le pensons, c'est plus un processus démocratique, c'est c'est totalement lié à la démocratie. Donc cet argument se retrouve à travers les siècles. On le retrouve aujourd'hui encore à la Convention européenne des droits de l'homme. Je n'ai pas de PowerPoint pour le coup, j'aurais pu vous présenter l'article sur la Convention européenne des droits de l'homme, qui est aujourd'hui l'institution qui chapeaute les recours. Nous avons une Convention européenne des droits de l'homme qui est un dernier recours par rapport aux instances judiciaires nationales. Et l'article qui défend la liberté d'expression donne un certain nombre de limitations, mais l'arbitrage qui est fait, c'est en fonction de la démocratie avant tout. C'est-à-dire que cet argument démocratique traverse les siècles et arrive jusqu'à aujourd'hui. Il est propre aux démocrates. Un aristocrate, par exemple, ou un élitiste qui considère que le pouvoir n'a pas à être donné au peuple, n'a pas besoin de défendre la liberté d'expression. Et c'est le paradoxe récent qu'on a eu avec Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron, qu'on nous présente comme libéral, a un palmarès en matière d'illibéralisme sur la liberté d'expression qui est assez conséquent. Il a eu fait des attaques parmi les plus violentes, et pourtant Dieu sait qu'il y en a eu depuis quelques décennies, mais parmi les plus violentes contre la liberté d'expression ont été pondues depuis 2-3 ans. Et l'une de ces attaques, c'est la loi fake news. Il a pendant les périodes électorales, en référé, c'est-à-dire dans une procédure extrêmement rapide, un candidat peut demander le retrait d'une information qui est diffusée sur Internet, sur les réseaux sociaux, prétextant le fait que des Russes les services secrets russes auraient influencé des élections, notamment américaines ou le Brexit. Et ça pose un vrai problème pour un démocrate, parce que ce qu'Emmanuel Macron dit, c'est que l'électeur moyen, qui est la source de sa légitimité, Emmanuel Macron est le dirigeant de l'État parce que le peuple souverain a voté pour lui, donc l'électeur moyen est capable de discerner si Emmanuel Macron peut disposer de l'arme nucléaire, mais il n'est pas capable de discerner sur son fil Facebook ce qui est une fake news de ce qui est une information réelle. C'est-à-dire que ça met, à partir du moment où un démocrate s'attaque sur le champ politique à la liberté d'expression, il est immédiatement confronté à une contradiction majeure. On ne peut pas à la fois dire que le peuple a le discernement pour vous élire et pour vous donner le pouvoir politique, et en même temps dire que ce même peuple n'est pas capable de discerner ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est juste, ce qui est injuste. Il est obligé donc il y a cette contradiction. Donc on a cette première attaque on ne connaît pas encore les conséquences que ça va sur la campagne électorale, mais il va falloir qu'un juge, lorsqu'il est saisi, en 48 heures, détermine ce qui est manifestement une fausse nouvelle. Donc, par exemple, alors oui, il peut y avoir de tout. Est-ce que Mélenchon, quand il parle du socialisme, va diffuser des fausses nouvelles ou pas? Donc on présume que le contenu politique va être relativement faible. Mais ça peut être aussi des rumeurs, comme par exemple celles qui ont empoisonné la dernière élection. Emmanuel Macron est homosexuel. Un juge va avoir 48 heures pour déterminer si Emmanuel Macron est homosexuel ou pas. Ça paraît absurde, mais donc j'imagine que les juges vont se saisir de ce texte de loi avec beaucoup de prudence et beaucoup de difficultés, mais ça va quand même donner des situations qui vont être assez compliquées à résoudre.
Le paradoxe vient quand même d'assez loin, puisque Athènes démocratique, qui est le premier précurseur en matière de liberté d'expression, a aussi fourni à l'humanité l'un des plus grands martyrs de la liberté d'expression. Il y en a deux qu'on cite spontanément. Il y a Socrate, il y a Galilée plus tard, mais Socrate a été condamné à mort par l'Athènes démocratique, par ailleurs précurseur d'une certaine manière dans la liberté d'expression. Et le procès de Socrate est intéressant à plusieurs titres. Il montre une autre tension entre la liberté d'expression et l'ordre démocratique, c'est-à-dire qu'il y a toujours un débat qui dit mais est-ce qu'on laisse aussi les ennemis de la démocratie s'exprimer? Après tout, quand on s'exprime dans une arène qui a été protégée et préparée par la démocratie, est-ce que les ennemis de la démocratie peuvent s'y attaquer, puisque leur liberté est protégée par la démocratie? Et donc Socrate a été condamné pour avoir, j'ai oublié le nom, corrompu la jeunesse et introduit des nouveaux dieux. Donc on connaît ce procès seulement à travers des partisans de Platon, ce qui n'aide pas à avoir une vision réelle de ce procès. Mais il y a plusieurs leçons quand même qu'on peut en tirer. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ce procès. Donc effectivement, Socrate fait une plaidoirie qui reste encore dans toutes les annales des professeurs de philosophie sur la recherche de la vérité peut parfois déranger la foule. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas tellement d'abord pourquoi Socrate a été poursuivi avec une telle virulence. Après tout, corrompre la jeunesse, quand Socrate est attaqué, il avait déjà 70 ans et il avait passé en gros une grande partie de son existence à corrompre la jeunesse. Donc pourquoi à 70 ans on va chercher ce vieillard, cet intellectuel qui a déjà toute une vie derrière lui de corruption de la jeunesse, si c'est ça qu'on lui reproche, pour le condamner? Il y a une première question qui se pose. Et sur la question de l'introduction des nouveaux dieux, certes, Athènes avait ses dieux, mais elle était aussi relativement tolérante avec des apports extérieurs. Et il y a beaucoup de pièces de théâtre, des comédies Aristophane, qui se moquent des dieux sans que Aristophane ait lui-même eu des problèmes. Et donc on peut en tirer deux leçons de ce procès. Qui servira ensuite pour la défense de la liberté d'expression. C'est d'abord que, alors ce qu'on soupçonne, c'est que Socrate, qui lui-même, alors on ne sait pas qu'est-ce qui est la parole de Platon, qu'est-ce qui est la parole de Socrate, n'était lui-même pas un démocrate enthousiaste. Et Athènes sortait d'une période qui était très compliquée, puisque 12 ans auparavant, il y avait eu une série de coups d'État qui avaient renversé la démocratie. Et suite à donc la démocratie avait été rétablie, mais il y avait eu une amnistie. Et suite à cette amnistie, donc on pouvait poursuivre aucune personne qui avait été partie prenante dans ces coups d'État. Donc ce qu'on soupçonne, c'est que le procès de Socrate, c'est d'abord un règlement de compte de démocrates qui ne pouvaient plus attaquer Socrate frontalement. Et donc oui, pardon, Socrate, à cette époque-là, aurait pu avoir un rôle ambigu dans le renversement de la démocratie. Et surtout, certains de ses disciples se sont conduits comme des petits Robespierre lors du renversement de la démocratie. Et donc, ce qu'on soupçonne, c'est que plutôt que, comme on ne pouvait plus attaquer Socrate frontalement puisqu'il y avait une amnistie, eh bien, certains de ses ennemis ont choisi des prétextes fallacieux pour l'attaquer. Ce qui montre deux soucis aussi pour ceux qu'on retrouve comme un fil rouge pour ceux qui s'attaquent à la liberté d'expression, c'est la difficulté de faire des procès formels sur des idées politiques ou sur des idées en général, parce que l'arbitraire est immédiatement présent. Le Socrate aurait pu être condamné, il aurait pu ne pas être condamné, mais on voit bien que les tentatives de limiter la liberté d'expression sont très facilement utilisées par des opposants politiques. Et donc, quand bien même on peut considérer que certains discours sont violemment antidémocrates ou s'opposent à la démocratie, c'est toujours très compliqué de s'attaquer à ces discours-là sans s'attaquer à la démocratie elle-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est démocrate, évidemment particulièrement libéral, mais à partir du moment où on est démocrate, on doit accepter, malgré les risques, malgré les risques, des discours antidémocrates ou des discours anti-cités, des discours qui s'opposent à la démocratie. Donc ça, c'est le premier argument majeur pour défendre la liberté d'expression, qui reste encore un des arguments très efficaces, parce qu'il est politiquement relativement partagé par l'intégralité du spectre politique. Le deuxième argument sur lequel on défend la liberté d'expression, c'est la recherche de la vérité. C'est une vision un peu utilitariste, mais la liberté d'expression est nécessaire pour trouver la liberté. Si on ne peut pas faire un débat, même en avançant des idées fausses, on ne peut pas avancer vers la liberté, on ne peut pas avancer vers la vérité. Donc ça a d'abord été évoqué pour les guerres de religion avec John Milton. Quand l'Europe se fracassait sur les guerres de religion, il y a un certain John Locke, on retrouve aussi des passages. À partir du moment où on ne peut pas, bien sûr, l'Église catholique est convaincue d'avoir la vérité
où les protestants sont convaincus d'avoir la vérité. Mais si on ne peut pas débattre ou avancer des thèses contradictoires, de toute manière, on ne pourra pas approcher de la vérité. Et donc l'un des auteurs majeurs qui a ensuite condensé ces arguments, c'est John Stuart Mill au XIXe siècle, un argument utilitariste qui a fait de la liberté une défense extrêmement méthodique de la liberté d'expression comme moyen d'approcher de la vérité, y compris lorsque les idées avancées sont des idées fausses. Parce qu'il y a toujours la tentation de dire, d'accord, on a le droit de s'exprimer sur des sujets dont on n'est pas sûr, mais il y a quand même des sujets, c'est même plus la peine d'en débattre, on sait que la Terre n'est pas plate, à quoi ça servirait de laisser la liberté d'expression pour ceux qui défendent la liberté plate sur les réseaux sociaux. Et ce que John Stuart Mill, son habilité, c'est pas seulement de défendre la liberté d'expression parce qu'un discours va peut-être porter de la vérité, même quand on ne le connaît pas. Le premier argument, c'est de dire, bien sûr, l'histoire de la censure est une longue série de censures fausses, donc on ne peut pas savoir à l'avance si ce qu'on censure ne va pas finalement être une vérité demain. Donc déjà, il y a une clause de prudence, mais en plus, même si ce discours est faux et qu'on sait qu'il est faux, le fait même de l'énoncer va peut-être provoquer chez d'autres interlocuteurs une défense plus virulente et plus efficace de cette vérité. Et donc, même si le discours est faux, même s'il est ouvertement faux, il faut laisser parler les gens s'exprimer. On ne peut pas censurer un discours, même qu'on sait être faux. Cet argument est aussi très puissant, en particulier dans le monde scientifique, par exemple, dans la liberté académique, et il a été attaqué récemment, à partir du postmodernisme, depuis maintenant quelques décennies, une sorte de relativisme assez radical, dont d'ailleurs une partie de l'origine est en France. Michel Foucault, par exemple, qui est l'un des... qui est souvent, parfois, d'ailleurs cité, il est très intelligent, mais il est parfois cité sans y être pour grand-chose. Mais toujours est-il que l'argument de la vérité a bien sûr besoin de la vérité. C'est-à-dire que si on considère que la vérité n'existe pas, il n'y a pas de vérité objective, il n'y a plus besoin de la liberté d'expression pour chercher cette vérité puisqu'elle n'existe pas. La vérité n'est alors plus qu'une sorte de lutte entre dominant et dominé. La liberté n'est plus qu'un prétexte permettant d'écraser les plus faibles, enfin d'écraser des dominés. C'est une sorte de prétexte, une sorte de théâtre. Et c'est un peu paradoxal. Là, c'est une sorte d'argument d'autorité qui permet de tuer certains discours. Et donc, plutôt que de s'intéresser à la vérité, il faut plutôt s'intéresser à d'autres valeurs. Est-ce que ce discours n'est pas en train d'écraser un dominé au profit d'un dominant? Alors, c'est un petit peu paradoxal parce que Michel Foucault lui-même était très attaché aux ors de la reconnaissance académique. Quand Michel Foucault parle, il parle au Collège de France avec 40 micros devant lui, avec 2 salles qui l'écoutent religieusement, lui est sur une estrade et tout le monde l'écoute, et de son estrade il dit l'autorité n'a aucun intérêt, l'autorité académique n'a aucun intérêt, et donc à partir du moment où la vérité n'est plus à chercher par la liberté d'expression, évidemment, il y a d'autres critères qui entrent en jeu, donc, comme par exemple la sensibilité. Est-ce que par exemple on heurte les sentiments des personnes lorsqu'on s'exprime, lorsqu'on énonce un propos, peu importe qu'il soit vrai ou faux, mais le fait est, c'est que puisque la vérité n'existe pas, il faut peut-être enlever du discours acceptable un certain nombre de discours qui peuvent heurter les sentiments de l'audience. Donc, et ce phénomène qu'on peut appeler politiquement correct, qui est maintenant extrêmement puissant, il est puissant aux États-Unis, il entre aussi en France, est toute une réflexion pour dire certains groupes, par leur couleur de peau, par leur sexualité, n'ont pas le même accès à la liberté d'expression que les groupes dominants. Et donc, il est de notre devoir, puisque de manière la vérité est sortie pratiquement de l'enjeu, notre devoir est juste simplement de rétablir, de protéger les sentiments ou des catégories les plus faibles, qui sont forcément plus agressées par les dominants. Et donc, il faut mettre toute une batterie de limites à la liberté d'expression afin de protéger les catégories les plus vulnérables. Cette négation de la liberté va très loin. Je lisais un texte, pour le peuplement par exemple des États-Unis, il y a évidemment la thèse scientifique, qui est celle du peuplement qui descend par le détroit de Bering, enfin la population humaine descend, donc c'est la thèse scientifique, donc il y a un anthropologue qui défendait cette thèse, et il y a la thèse des Amérindiens qui explique que leur dieu, pour des raisons, pour une légende indienne, enfin moi j'appelle ça une légende donc, mais c'est pas ça que une légende indienne dit que les Indiens ont été créés par leur divinité. Et ce que l'anthropologue, qui est donc baigne dans ce milieu-là, dit oui effectivement,
il y a juste deux visions du monde qui ne sont pas la même, il y a deux vérités qui coexistent, on ne peut pas trancher laquelle est la vraie. Moi, je suis dominant de ma chaire d'estrade d'anthropologue, mais l'Amérindien qui travaille a une autre vérité que la mienne et on ne peut pas départager. Simplement, on peut simplement dire que moi, les institutions me font bénéficier d'une estrade que cet Amérindien n'aura pas. Et donc, cette négation est extrêmement violente. Et donc, ce qui fait que la vérité est disparaissant du champ nécessaire. Donc, il y a des sentiments qui passent. Et c'est assez curieux parce qu'on voit, je suis aussi tombé, donc, à partir du moment où il ne faut pas exprimer un discours parce qu'il peut blesser quelqu'un, on se retrouve avec toute une série de contraintes, puisque évidemment, chaque fois qu'on s'exprime, on peut potentiellement blesser quelqu'un. Et je suis tombé sur un discours d'un esclavagiste, pour voir que l'argument n'est pas ancien, au moment de la guerre, avant la guerre de sécession, quand les premiers pétitionnaires des esclaves, dans le Sud, il y avait des pétitions pour libérer l'esclavage. Et il y a un esclavagiste qui se plaint que les pétitions heurtent ses sentiments d'esclavagiste et qui lui donnent une mauvaise image de lui-même. Et c'est à ce titre qu'il demande qu'on refuse, qu'on interdise les pétitions demandant l'interdiction de l'esclavage. Tout ça pour dire que l'argument « vous blessez mes sentiments » est un argument qui est assez ancien et qui n'est pas forcément qui n'est pas forcément très pertinent. Donc ça, c'est un premier champ d'attaque contre la liberté d'expression comme critère de la vérité, qu'en général les gens récusent. Mais pour l'accuser de manière efficace, il faut faire appel à de la philosophie de la connaissance, qui, en d'autres termes, le relativisme absolu empêche d'ailleurs tout discours d'être posé, puisqu'à partir du moment où la proposition, tout discours est relatif, et elle-même une proposition qui donc doit être relative. Donc si toute proposition est relative, la proposition de toute proposition relative est elle-même relative, et à ce moment-là, toute proposition n'est pas relative. Enfin, je sais pas, je parle un peu vite, mais en gros, c'est le paradoxe du menteur. Ça, c'est un premier champ d'attaque contre la liberté d'expression sur le pilier de la liberté, et qui a des conséquences maintenant académiques, dans le monde académique, qui se surveillent. Il y a beaucoup d'ouvrages maintenant, en particulier sur la liberté d'expression, qui font une introduction pour expliquer que même s'ils expriment des idées, ils sont absolument désolés à l'avance de pouvoir blesser les sentiments de leurs lecteurs. Alors ça va sur les livres axieux contemporains, mais il y a maintenant dans cette bibliothèque des avertissements sur Kant, une petite filet, attention, cet ouvrage peut heurter vos sentiments parce qu'il exprime des idées qui ne sont pas à notre époque. L'autre argument qui est un petit peu plus puissant, qui est renvoyé à ceux qui défendent la liberté d'expression comme moyen de trouver la vérité, qui dit mais là vous n'êtes pas sérieux, on sait bien que pour découvrir la liberté, le monde académique nous le montre, tout le monde ne peut pas s'exprimer de la même manière, et il y a des procédures très claires qui limitent justement la liberté d'expression, un corpus d'universitaires qui cherchent la vérité, dont c'est le métier de chercher la vérité. Donc là ils ne nient plus l'existence de la vérité, mais ils disent les procédures sont très complexes. Il faut d'abord avoir fait soi-même ses preuves pour s'exprimer sur un sujet. Il faut ensuite être relu par un certain nombre d'autres universitaires et on peut seulement être publié après un processus très compliqué. Donc, pourquoi pas l'argument la liberté d'expression est importante pour défendre la liberté, mais à ce moment-là, il faut appliquer des règles contraignantes qui permettent justement à la liberté d'émerger. Et ces règles, en gros, le monde académique nous en propose certaines, puisque vous prétendez que la liberté, la vérité émerge de la société tout entière, eh bien, il faut réfléchir, il n'y a pas de honte à réfléchir à une réglementation contraignante qui permette de faire émerger la vérité. Alors, donc, ces deux arguments sont très présents à l'heure actuelle, et l'argument sur la sensibilité est à l'origine de nombreuses attaques sur la liberté d'expression. Il y a la loi Avia récemment, puisque depuis maintenant, on va dire depuis 70 ans, ça rejoint en écho le fait que le discours peut enflammer les foules, et qu'à ce titre, il faut s'en méfier. Donc à partir de 1948, la liberté d'expression, donc l'Europe se réveille avec sa gueule de bois, et une des tendances qui émerge à ce moment-là, c'est de dire l'émergence du nazisme, et c'est la faute à la liberté d'expression. On a laissé parler des discours qui ont enflammé le cœur des peuples, on se retrouve avec des dizaines de millions de morts. Donc la liberté d'expression doit commencer à être limitée afin d'éviter que des discours en particulier de haine ethnique ou raciale se diffusent dans la société et finissent par provoquer des catastrophes. Et donc cette tendance alors d'abord c'est en grande partie faux parce qu'il se trouve que l'Allemagne entre deux guerres avait déjà un dispositif qui limitait la liberté d'expression sur les discours de haine. Il se trouve que les nazis, lorsqu'ils n'avaient pas le pouvoir, ont été lourdement condamnés. Ils se sont fait confisquer des journaux, ils ont été embastillés parfois pendant de longues périodes. Tout ça n'a servi
servi à rien. Ça, c'est la première constatation. La deuxième constatation, c'est que d'autres pays qui avaient autant, voire plus de liberté d'expression que l'Allemagne, ne se sont jamais approchés, même de près, de l'arrivée du fascisme au pouvoir. Mais toujours est-il que ce discours était évidemment poussé parce qu'à l'époque, en 1948, il y avait aussi l'URSS de Staline qui voulait rentrer dans, qui avait tout un agenda pour punir ses propres dissidents. Et par exemple, on voit les débats lors de la rédaction des droits de l'homme de l'ONU. Le représentant de Staline veut introduire des clauses régulières pour lutter contre les discours de haine et plus généralement pour tout ce qui peut violer cette propre déclaration. C'est-à-dire qu'il y avait une déclaration des droits de l'homme, donc une partie qui était libérale et une partie qui était plutôt de droit-créance. Et ce que le représentant de Staline essayait d'introduire dans cette déclaration, c'est de dire toute personne qui combat des articles de cette déclaration, on peut limiter, voire poursuivre cet individu. Ce qui arrange évidemment beaucoup Staline et l'URSS, puisqu'à partir du moment où on peut poursuivre toute personne qui s'attaque à des articles de la déclaration de 1948, Solzhenitsyn a toute sa place dans le goulag. Il est clairement en train d'affaiblir l'URSS et le grand projet de logement pour tous, travail pour tous, etc. Et donc, il est un ennemi, et donc sa liberté d'expression peut être parfaitement contrainte. Sur le moment, il y a Eleanor Roosevelt, qui est la représentante américaine, qui a agi efficacement pour bloquer cette tendance. Mais ensuite, au fil des décennies, on voit que la législation, en France comme au niveau international, se charge de plus en plus d'articles, de contraintes limitant la liberté d'expression sur ces thématiques-là. Donc en France, on a une première loi, il y a la loi Pleven par exemple, en 1972, qui permet à des associations de se porter partie civile. On a ensuite toute une cascade. Donc, en France, la liberté d'expression était très bien protégée par une loi qui s'appelle une loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui avait une grande efficacité dans sa protection, d'une part parce qu'elle limitait sévèrement les raisons pour lesquelles on peut interdire un discours, et ensuite parce que par son formalisme et sa procédure, elle était extrêmement contraignante pour un plaignant. C'est-à-dire quelqu'un qui voulait retirer un article de presse ou un ouvrage était forcé de passer par une procédure judiciaire qui était extrêmement lourde et qui faisait que les poursuites étaient finalement relativement rares, et quand elles étaient effectives, elles étaient très bien justifiées. Et petit à petit, donc il y a une grande stabilité sur cette loi. On voit de 1881 jusqu'à pratiquement la Seconde Guerre mondiale et l'occupation, on ne retouche pratiquement pas à cette loi. Et à partir de la Seconde Guerre mondiale, on a pratiquement, là en ce moment, depuis 20 ans, on a pratiquement toutes les 2 ans une révision de la loi de 1881, toujours pour augmenter les sanctions, pour simplifier les procédures permettant de sanctionner quelqu'un. Donc je ne vais pas faire la litanie parce qu'il y en a vraiment beaucoup et chacune avec ses particularités. Chaque fois pour augmenter le délai de prescription, chaque fois pour simplifier la vie du plaignant et permettant, en 1972 par exemple, les associations peuvent se porter civiles même lorsqu'elles ne sont pas concernées par un propos raciste en l'occurrence. Chaque nouvelle loi aussi augmente le périmètre des propos qui peuvent offenser. Donc au début c'était très limité au racisme et à l'antisémitisme. Puis petit à petit ça a été chargé. Maintenant on a, je sais pas, il doit y avoir une dizaine de handicapophobie, pas grossophobie, mais handicapophobie. Je peux faire la litanie, identité sexuelle, etc. Donc à chaque fois on augmente le nombre de raisons pour lesquelles on peut limiter la liberté d'expression. Et à chaque fois on simplifie la tâche des plaignants, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une montée permanente en France, une limitation permanente en France de la liberté d'expression. Je passe au dernier argument en faveur de la liberté d'expression, qui est le plus libéral qui concerne le développement personnel. Même si la liberté d'expression ne permet pas de servir la vérité, même si la liberté d'expression ne sert pas la démocratie, chaque individu a, pour son bonheur, pour la recherche de son bonheur, pour un droit essentiel à pouvoir s'exprimer, à pouvoir échanger avec les autres et à pouvoir écouter ce qu'il souhaite sans pouvoir se référer à une quelconque autorité. Et donc cet argument le plus libéral, c'est un droit fondamental. Il n'y a même pas à en discuter des raisons et de l'usage qui va être fait de cette liberté, même si Madame Martin aime bien lire l'horoscope, même si l'horoscope ne sert à rien pour la recherche de la vérité, même si l'horoscope ne sert à rien pour protéger la démocratie, eh bien Madame Martin, pour son bonheur, pour son développement, comme être humain,
a le droit de lire des horoscopes, et M. Martin a le droit d'écrire des horoscopes s'il le souhaite, sans que l'État intervienne. Donc cet argument est le plus libéral. Maintenant, il est évidemment attaqué sur le plan des mœurs, par exemple, parce qu'évidemment, Mme Martin qui lit l'horoscope, c'est assez innocent, mais M. Dupont qui aime beaucoup la pédophilie, par exemple, il va bien falloir un critère. Pourquoi pourquoi on limiterait la liberté? Pourquoi on ne limiterait pas après tout, monsieur Dupont, ça fait partie de son identité. Si c'est vraiment essentiel à son bonheur, pourquoi on limiterait le bonheur de monsieur Dupont et pas le bonheur de Mme Martin? Et donc cet argument a une forme de faiblesse qui est celle des agressions et des conséquences potentielles de certains hobbies extrêmes. Je précise parce que la liberté d'expression, souvent on est obligé de citer des exemples extrêmes, parce qu'évidemment personne ne parle de la liberté d'expression pour parler du temps. On parle de la liberté d'expression pour des sujets excentriques, voire qui peuvent choquer la majorité. Donc ces trois piliers de la liberté d'expression étaient attaqués avec beaucoup de vigueur donc depuis maintenant plusieurs décennies. On a eu on a eu un phénomène assez trompeur qui nous a fait croire que la liberté d'expression était relativement protégée. Je parle, oui effectivement, vous m'entendez beaucoup mieux quand je parle dans le micro, j'imagine. C'est l'arrivée d'Internet qui a démultiplié les possibilités de s'exprimer. Et donc quand bien même la législation était plus restrictive, dans le même temps on a une sorte de colonne d'air chaud qui nous a tous poussés, qui a fait que brutalement, l'expression n'était pas réservée à des petites gazettes de 30 exemplaires diffusées dans son voisinage, mais n'importe qui de son ordinateur personnel pouvait exprimer des idées et littéralement la terre entière pouvait lire ses écrits. Et donc à partir de là, alors il y a eu un vrai débat en parallèle, donc il y a eu une montée de l'offensive, ce qu'on appelle la guerre contre la haine, et en même temps un espace qui a permis une quantité de discours dont une partie, il est vrai, s'ils avaient été imprimés dans la presse, auraient été condamnés par la loi de protection sur la presse. Et donc il y avait deux pistes qui étaient là qui auraient pu régler, il y avait deux pistes, il y avait deux choix. Soit on revisitait la loi de la liberté de la presse en gardant bien l'essentiel, à savoir un juge, préalablement les choses qui sont condamnées, et lorsqu'un discours est jugé comme criminel, on passe par toute la procédure judiciaire, un avocat, un juge, des parties qui s'y opposent, le processus normal. Quitte à le revisiter, puisqu'évidemment avec Internet, il faudrait sans doute embaucher beaucoup de magistrats. Actuellement, la liberté de la presse, elle est spécialisée dans une chambre à Paris, et il n'y a que 6 magistrats. Donc forcément, 6 magistrats, ça va bien quand il y a 15 journaux et 10 éditeurs sur la place. Quand il y a 40 millions d'internautes qui postent des mails, c'est un petit peu limité. Et donc ça a été une voie plutôt libérale, c'est-à-dire qu'on garde l'architecture générale sur la liberté d'expression et simplement on cherche des moyens techniques, on embauche des magistrats qui permettent d'identifier les propos potentiellement illégaux et qui permettent de les poursuivre. Malheureusement, la voie qui a été choisie par facilité, puis aussi par goût sans doute pour contrôler la société, ça a été de confier de plus en plus de choses à des entités administratives. Administratives, ça veut dire qu'il n'y a plus de juges, il n'y a plus d'avocats, il y a juste un fonctionnaire qui vous dit ceci est licite, ceci est illicite. Et on a le CSA, par exemple, qui est une organisation initialement créée pour chapeauter les institutions audiovisuelles. Ça a été créé sous Mitterrand, il me semble, et donc qui avait un mandat qui était très particulier, qui était celui de donner une sorte de cahier des charges aux organisations, aux chaînes de radio publiques et privées, aux chaînes de télé, et qui, de temps en temps, tous les 1 an, disait pendant votre cahier des charges, nous avons souhaité France 2, chez moi, fasse davantage d'apologie pour lutter contre le racisme. Attention, cette émission, vous voyez bien qu'elle ne répond pas à ce cahier des charges. Donc déjà, c'était un petit peu problématique, parce que le cahier des charges, ma foi, il aurait dû être débattu beaucoup plus démocratiquement plutôt que juste sur certaines thématiques. Après tout, on peut bien sûr bien comprendre qu'il faille lutter contre le racisme. Après tout, il y a beaucoup d'autres thématiques tout autant problématiques qui sont diffusées dans la société. Alors à ce moment-là, pourquoi le cahier des charges, pour moi libéral, ne parlait pas aussi de la lutte contre le socialisme? On pourrait imaginer que les propos envieux passés à la télé, ma foi, préparent des abus, des violations de la propriété privée. Donc on pourrait imaginer un cahier des charges sur le service public, qui n'existerait pas d'ailleurs dans une sphère libérale, mais peu importe, qui s'appuie sur certaines problématiques. Mais donc le CSA a par contre fait un lobby très intense, il a fait beaucoup de colloques, il a fait beaucoup de publications, plus ou moins savantes, pour expliquer que maintenant Internet c'était un petit peu un prolongement de l'audiovisuel, et il a réussi à avoir gain de cause. C'est assez frappant de voir la bidulocratie en action, c'est-à-dire un bidule qui est autonome,
qui est en partie autonome, qui dispose de fonds publics, qui utilise ces fonds publics pour sa propre gloire. C'est-à-dire qu'il publie les publicologues, il développe une culture, il paye des thèses, il paye des savants pour diffuser pour faire toute une sorte de paysage qui permet ensuite à sa solution d'émerger spontanément lorsque le législateur veut s'emparer d'un sujet. Et c'est assez rigolo. Donc il y a Aurore Berger qui s'est intéressée au CSA. Elle a pratiquement fait du copier-coller des propositions du CSA. Et donc le CSA l'a publiquement félicité de ses très bonnes idées, qui étaient les idées du CSA. Et ces idées du CSA, elles sont dangereuses parce que maintenant, avec la loi Avia, le CSA va demander des comptes à tous les réseaux sociaux. Et quand on voit par là le président du CSA, on réalise à quel point il nous explique, oui, il va falloir poser des objectifs culturels, des objectifs sociétaux, des objectifs sociaux aux réseaux sociaux. Mais le problème, c'est qu'autant un cahier des charges face à une entreprise audiovisuelle, on peut le comprendre. Il y a une entité et une autre qui a besoin d'un droit, par exemple, d'onde. Donc, l'entité administrative pose des conditions. Mais les réseaux sociaux, c'est l'expression de tout le monde. Et il ne me semble pas qu'on ait donné la légitimité à des technocrates de définir ce que doit être l'expression de tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas un technocrate, fût-il très intelligent, de dire voilà les objectifs sociaux, culturels et sociétaux auxquels les Facebook, Twitter doivent répondre. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer actuellement, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une défense de la liberté d'expression par la justice, ou en tout cas fixer les abus de la liberté d'expression par la justice, on a une zone de plus en plus grise, de plus en plus floue dans ce qui est dissible et indicible. On n'est pas protégé. On ne sait pas, à partir du moment où on parle de certains sujets, on n'est pas protégé. Et il y a bien sûr une forte incitation du pouvoir public à la prudence. C'est-à-dire que Facebook ou Twitter peuvent avoir des amendes extrêmement importantes s'ils n'ont pas été assez réactifs pour supprimer un discours illicite ou défini comme illicite ou ne répondant pas à des objectifs sociétaux. Par contre, il n'y a aucune sanction s'ils suppriment un propos à tort. Et donc l'intérêt économique évident des réseaux sociaux, des grandes entreprises, c'est dans le doute, je vais supprimer ce discours. Et c'est assez problématique, d'autant plus qu'il y a déjà des abus, on voit bien pour ceux qui fréquentent Twitter, la guerre des suppressions de comptes est quelque chose de très fréquent, c'est-à-dire que si quelqu'un dit quelque chose que vous n'aimez pas, vous le signalez à Twitter en disant qu'il a tenu des propos apologie du terrorisme ou racisme ou antisémitisme. Twitter, il a un algorithme, il peut pas gérer toutes ces demandes, donc il fait sauter le compte dans le doute, quitte à la rétablir quelques semaines plus tard. Mais on se retrouve avec une immense zone de grise dans laquelle notre liberté d'expression n'est plus protégée et elle dépend aussi en grande partie de négociations un peu opaques entre des technocrates qui ne répondent devant personne puisque c'est une autorité administrative indépendante et des PDG de la Silicon Valley. Donc voilà, c'était pour faire les grandes lignes de la liberté d'expression à l'heure actuelle. Donc ce pourquoi, à mon avis, les libéraux doivent se battre, c'est d'abord de recentrer en amont quels sont les discours qui doivent être licites et les discours qui doivent être illicites. Les discours illicites, à mon avis, doivent être d'abord concentrés sur les droits individuels, c'est-à-dire quand on atteint à la réputation ou quand on menace de mort ou quand on fait chanter quelqu'un, ces discours doivent évidemment être punis, quitte à ce qu'on mette des dispositions techniques qui permettent de plus facilement les identifier et condamner lorsque ça se passe sur Internet. Pour les atteintes à l'ordre public, on limite aussi évidemment les discours qui appellent à la violation de la loi. Poser une bombe, c'est un appel à la violation de la loi, ou en particulier des crimes violents. Et par contre, pour tout ce qu'on a appelé la guerre de la haine, il va peut-être falloir commencer à poser un vrai constat. Depuis, ça fait maintenant 60 ans qu'on lutte contre la haine de manière législative. On peut considérer que c'est un échec majeur. Là, on ne peut pas dire que le racisme est diminué dans notre société comme l'antisémitisme. Et donc, plutôt que toutes les dispositions légales n'ont finalement pas été très efficaces. Par contre, elles ont de manière très concrète limité nos libertés. Et donc, il vaut mieux laisser la lutte contre les discours haineux aux individus, ceux qui ne sont pas visés, qui vont pouvoir prendre la défense, diffuser des idées qui permettent de lutter contre la haine, contre l'antisémitisme, accepter qu'il y a un certain nombre de discours qui sont nuisibles ou qui sont haineux dans la société, sans pour autant mettre tout un dispositif législatif pour le condamner. Ça, c'est un premier plan. Donc, limiter, resserrer à nouveau le périmètre des propos licites et au niveau de la procédure, quitte à y mettre plus de moyens,
accepter que ne pas mettre dans des administrations, dans des fonctionnaires, le pouvoir de dire ce qui est licite, illicite, au gré du client, dans une immense zone arbitraire. C'est pas possible. Ça nous ramène pratiquement à Bonaparte. Alors Bonaparte, dans sa correspondance privée, donc Bonaparte n'a pas été un grand ami de la liberté d'expression. Dès son arrivée au pouvoir en 1800, il a limité à 12 journaux. Le nombre de journaux politiques autorisés était 12 journaux qui devaient rendre des comptes en permanence au préfet, préalablement à chaque article. Enfin, on peut dire que Bonaparte est arrivé, il n'a pas... Et on voit dans sa correspondance privée qu'il théorise... Alors, il n'a pas beaucoup aimé cette expérience parce qu'il y a quand même une résistance frontale lorsque Bonaparte a mis en place des lois de censure. Et donc, dans sa correspondance privée, je vous le dirai peut-être tout à l'heure si on a le temps, mais il développe toute une thèse selon laquelle s'attaquer frontalement à la liberté d'expression, c'est quand même casse-gueule. On a le rôle du despote, c'est quand même pas très agréable. Par contre, on pourrait plutôt compliquer la tâche de ceux qui veulent s'exprimer par différentes autorisations, par différents timbres administratifs. Donc il ne s'agit plus de faire des grands procès très voyants dans lesquels le méchant est visible. Il s'agit plutôt de faire ça de manière plus insidieuse et de créer une sorte d'immense zone grise dans laquelle c'est pas vraiment interdit, c'est pas vraiment autorisé non plus. Et il faut quand même. Est-ce que vous avez bien pensé à poser votre formulaire 235 bis pour exprimer cette idée? Et est-ce que vous avez bien rendu compte devant la commission, etc. Et donc, ce qu'on assiste c'est un petit peu à ça auquel on assiste, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des procès, peut-être il y en a quelques-uns, mais on ne va pas avoir des procès extraordinaires, on ne va pas avoir Socrate ou Galilée qui s'expriment pour défendre la liberté d'expression. On va plutôt avoir une sorte de marécage qui va rendre ceux qui souhaitent s'exprimer, la vie de ceux qui souhaitent s'exprimer, de plus en plus compliquée. Et donc, à mon avis, un message libéral, c'est le libéralisme, c'est l'état de droit, c'est bien sûr la liberté, c'est bien sûr la responsabilité. Alors, il y a une responsabilité qui appartient à la liberté civile, mais lorsque la liberté doit être légale, eh bien, il faut continuer à garder ce qui a finalement pas si mal marché, c'est-à-dire un juge, des avocats, un plaignant de préférence et un accusé qui a des droits de la défense pour défendre son expression. Voilà ce que je souhaitais vous expliquer sur la liberté d'expression.